Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre intitulé Mouvement des satellites et des planètes, loi de Kepler. Mais avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc premier point, cercle et ellipse. Alors, ceci est un cercle, il est défini par son centre et un rayon. Si j'étire dans le sens indiqué par les flèches rouges le cercle, je vais obtenir une ellipse. Et une ellipse, elle n'a plus un centre mais deux foyers. Et elle n'a plus un rayon, mais un grand axe et un petit axe. Première loi de Kepler, loi des orbites. Donc dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le centre du Soleil, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil. Deuxième loi de Kepler, loi des aires. Donc le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Pour dire les choses autrement, si l'aire rouge égale l'aire bleue, alors le temps pour aller de A à B est égal au temps pour aller de C à D. Alors, quelles sont les conséquences de ça? On voit bien que si la planète met autant de temps pour aller de A à B que pour aller de C à D, alors la vitesse de la planète autour du Soleil n'est pas constante. Et là, on voit très clairement que la vitesse de C à D, pour aller de C à D, est supérieure à la vitesse pour aller de A à B. Troisième loi de Kepler, la loi des périodes. Donc soit petit a, le demi-grand axe de la trajectoire, était la période de révolution de la planète étudiée. On a alors t carré sur a cube qui est égal à une constante. Ceci dit, dans le chapitre que nous étudions, on va étudier que des trajectoires circulaires. Donc en fait, il n'y a plus de demi-grand axe petit a, mais on va utiliser le rayon, et on obtiendra en fait t carré sur r cube est égal à une constante. Mouvement circulaire non uniforme, repère de Fresnel. Alors, le repère de Fresnel. Le repère PUT-UN est appelé repère de Fresnel. Ce repère est couramment utilisé pour l'étude des planètes et des satellites. Donc là, S serait le centre du Soleil et P le centre de la planète. Après, si on étudie la trajectoire d'un satellite autour de la Terre, par exemple, on aura S qui sera remplacé par le centre de la Terre et P qui sera remplacé par le satellite. Mouvement circulaire non uniforme, expression de l'accélération. Donc, l'accélération, c'est la somme vectorielle de sa composante tangentielle, le vecteur AT, et sa composante normale AN. Donc, AN, il est toujours orienté vers le centre du Soleil, et AT, il est tangent à la trajectoire. AT, il est égal à V carré sur R fois le vecteur unitaire UN, et AN est égal à dV sur dt fois le vecteur unitaire UT. Mouvement circulaire uniforme, expression de l'accélération. Donc, je reprends l'expression de l'accélération dans le repère de Fresnel. Ici, on dit que le mouvement est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Et donc, on obtient, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération qui est égal à V carré sur R fois le vecteur unitaire UN. Ce qui s'écrit également, vecteur accélération égale V carré sur R fois le vecteur unitaire UN plus 0 fois le vecteur unitaire UT. Loi de gravitation universelle. Donc la loi de gravitation universelle décrit la force d'attraction entre deux corps massifs, c'est-à-dire entre deux corps qui possèdent une masse. La force que A exerce sur B est égale vectoriellement à moins la force que B exerce sur A. Si on n'est plus sur les vecteurs mais simplement sur l'expression de la force, alors les deux forces sont égales, et elles sont égales à G, grand G, qui est la constante de gravitation universelle, fois la masse de A, fois la masse de B sur R au carré. G, c'est pas la peine de connaître sa valeur, grand G elle vous sera systématiquement donnée ainsi que ses unités. R, ça représente la distance entre les centres de gravité de A et de B. Les satellites géostationnaires. Alors, il faut connaître les caractéristiques d'un satellite géostationnaire. Donc, il est toujours dans le plan équatorial, c'est-à-dire au-dessus, au niveau de l'équateur. Il est toujours au-dessus du même point. Et il est à environ 36 000 km d'altitude. Donc ça, c'est à connaître parce que ça peut faire l'objet d'une question de cours dans un sujet de bac. Maintenant, on attaque la démonstration de la troisième loi de Kepler. Là encore, il faut savoir le faire, car quasi systématiquement dans les sujets, vous allez retrouver cette question-là. Donc on étudie le système Terre dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen.
on considère que la Terre n'est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Cette force, vectoriellement, la force que le Soleil exerce sur la Terre est égale à grand G fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre divisé par R au carré fois le vecteur unitaire UN. J'applique la deuxième loi de Newton au système Terre. J'obtiens donc la somme des forces extérieures est égale à la masse de la Terre fois l'accélération. La somme des forces extérieures, c'est très simple, c'est égal à la force que le Soleil exerce sur la Terre. Je remplace cette force par ce à quoi elle est égale. Je simplifie par mt et j'obtiens vecteur accélération est égal à gms sur r carré fois le vecteur unitaire un. Ceci s'écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, vecteur accélération égale gms sur r carré fois le vecteur unitaire un plus 0 fois le vecteur unitaire ut. Je réécris en dessous l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, et par identification des coefficients, j'obtiens gms sur r carré est égal à v carré sur r. Ce sont les coefficients qui sont associés au vecteur unitaire un. J'obtiens donc une expression de v carré qui est égale à gms sur r. Ensuite, je vais donner une autre expression de la vitesse. Je rappelle que la vitesse, c'est une distance sur un temps. La distance, c'est le périmètre d'un cercle, puisque la trajectoire est circulaire, donc ça fait 2πr, et le temps, c'est grand T, la période de révolution. J'élève au carré, ça fait 4π carré r carré sur t carré, et ensuite j'égalise les deux expressions de v carré. J'obtiens gms sur r égale 4π carré r carré sur t carré, et ensuite j'obtiens r cube sur t carré qui est égal à gms sur 4π carré, c'est-à-dire une constante. G est une constante, m c'est la masse, c'est une constante, et pi est une constante. Maintenant je passe à la démonstration dans l'approximation d'une trajectoire circulaire que la vitesse est constante. Là encore, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire puisque c'est une question qui tombe très régulièrement dans les sujets de bac qui traitent de Kepler. Donc deux méthodes pour cela, la méthode analytique et la méthode utilisant la deuxième loi de Kepler. On commence par la méthode analytique, on redonne l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Ensuite, on donne l'expression de l'accélération après l'application de la deuxième loi de Newton. Ça nous donne A égale gms sur r carré fois le vecteur un plus 0 fois le vecteur ut. Par identification des coefficients, j'obtiens dv sur dt qui est égal à 0, et donc la vitesse est constante. Donc dv sur dt égale 0, ce sont les coefficients qui sont associés au vecteur unitaire ut. Ensuite, je passe à la deuxième méthode, qui utilise la deuxième loi de Kepler. Donc on reprend le cercle. Si les aires sont égales, c'est-à-dire l'aire rouge et l'aire bleue, alors les distances parcourues, c'est-à-dire les arcs de cercle, sont égaux. Et si on parcourt des distances égales pendant des temps égaux, alors la vitesse est constante.